Alors, je travaille en ce moment sur une série de 7 peintures qui est tirée d'un mythe qui s'appelle les 7 dormants d'Éphèse, qui est un miracle ou une légende qui est à la fois commune à l'islam et à la chrétienté à travers plusieurs sources et qui raconte l'histoire de 7 personnes qui, pour échapper à des persécutions qui étaient menées contre les monothéistes dans un monde qui était à cette époque-là polythéiste, vont se réfugier dans une grotte et trouvent miraculeusement le sommeil pendant une période de 300 ans. Au moment où ils se réveillent, ils se retrouvent dans un monde qui est devenu monothéiste et qui les accueille comme des figures un petit peu saintes. J'ai trouvé voilà, à l'intérieur de cette histoire quelque chose qui me semble assez familier. Et du coup, c'est un petit peu le prolongement de beaucoup de travaux que j'ai explorés ces dernières années. Et j'ai l'impression quelque part de me retrouver dans un prolongement assez naturel et sur un territoire assez familier. Dans la plupart des peintures de ce format, je vais avoir des personnages qui vont être alanguis, assoupis, un petit peu recroquevillés. Je sais qu'il y a quelques temps, j'ai exploré la scène caverneuse avec une série de plusieurs peintures, certaines que j'ai montrées, qui s'appelaient les yeux fertiles, qui était une série de 4 grandes peintures dans lesquelles je mettais en scène des gens des cavernes. Et la caverne m'intéressait à ce moment-là, le sommeil m'intéressait aussi à un autre moment dans d'autres travaux que je mettais en place et qui reprennent pour moi voilà, pas mal de postures qui m'intéressent un petit peu, surtout quand j'attaque des formats qui sont de cette nature, où j'ai besoin qu'il y ait une espèce de jeu entre le cadre et la figure, entre les courbes qui vont s'affronter les unes les autres pour trouver un équilibre. Tout ce travail en ce moment devient une espèce de synthèse d'un parcours que j'ai mené depuis plusieurs années à travers voilà, des explorations qui vont du cubisme, du dessin, du maniérisme, de la peinture italienne et la Renaissance du Nord. Donc c'est une forme de synthèse de qui je suis vraiment. Et je pense que là je suis en train de toucher à quelque chose qui va dans ce sens-là. Les peintures sont à chaque fois une histoire différente qui va commencer à travers une intuition et qui vont se développer avec des convictions à un moment, des idées qui vont émerger et je vais apprendre des choses tout en travaillant. Et à ce moment-là, ça va produire un sens qui n'est pas du tout celui que j'imaginais initialement. Parfois ça se passe pas bien et à ce moment-là, la peinture est abandonnée, détruite et je passe à autre chose. Mais globalement, il y a toujours quelque chose qui va se passer que je n'ai pas du tout anticipé. Je laisse quand même toujours pas mal de liberté à mon travail, parce que je sais très bien que ça se passe jamais comme prévu. Et il faut l'accepter. C'est comme avec les rencontres qu'on fait, les gens qu'on va aimer, qu'on va détester. Il y a pas mal de liberté qu'il faut donner à la rencontre de la personne. Et je pense que pour la peinture, c'est à peu près pareil. Il faut qu'il y ait une espèce d'échange qui s'installe, une rencontre qui se fasse, où la peinture doit apporter quelque chose, ou doit nous dire quelque chose de nous-mêmes, à laquelle on n'aurait pas été sensible immédiatement. Et la question de l'autobiographie est, je le crains un peu centrale dans mon boulot. J'ai toujours essayé de l'esquiver par pudeur et pour tout un tas de raisons. J'aime pas nécessairement parler de moi et j'ai toujours des problèmes à me mettre en scène. Je vois pas tellement l'intérêt, je trouve ça parfois obscène. Mais il se trouve que, au fur et à mesure que j'ai évolué dans ma pratique, je me suis rendu compte que malgré tout, quand on fait des choses, quand on représente des objets, des éléments, des mythes ou des personnes, on finit par se représenter un petit peu soi-même. Donc j'ai commencé à faire des autoportraits pour prendre le problème à bras le corps. Et il se trouve que maintenant je suis à peu près en paix avec ça et je me rends compte que, quelle que soit la thématique que j'aborde, quel que soit le sujet que je peigne, je suis toujours un petit peu en train de me peindre moi-même. Alors le Furby est arrivé dans ma vie à plusieurs reprises. J'ai retrouvé des dessins qui ont déjà 6 ou 7 ans, qui ont des Furby à l'intérieur. Et je sais qu'à cette époque-là, j'avais commencé à en récupérer sur eBay pour rien du tout. J'allais traîner, je trouvais des Furby à quelques euros et que j'ai commencé à collectionner. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés à ce moment-là dans ma vie et qui ont commencé à avoir une petite présence dans mon travail à ce moment-là.
Au fur et à mesure des années, cette présence est devenue de plus en plus centrale, jusqu'au point où, il y a 2 ou 3 ans, j'ai commencé à en faire des portraits. Alors le Furby, c'est un... On peut pas dire que ce soit une peluche parce que c'est assez rigide à l'intérieur. C'est un jouet qui n'est pas vraiment un jouet non plus, qui vient du Japon, de la fin des années 90, qui sont arrivés en Europe en même temps que les Tamagotchi. Et en réalité, voilà, il fallait les nourrir, ils chantaient un petit peu, effectivement. Ils étaient tout le temps allumés, donc c'était voilà, un animal enfin, un objet qui était censé devenir un animal par une espèce de translation bizarroïde, où on allait imaginer que le Furby était doué d'une âme et d'une personnalité, parce qu'il avait quelques gimmicks. Il bougeait sur lui-même un petit peu, il clignait des yeux et il papotait. Je sais que l'amour qui a été déposé sur cet animal, l'intérêt qu'il a reçu, doit forcément laisser des traces à un moment. Et de tous les Furby que j'ai récupérés sur Internet, ceux que je préfère, c'est ceux qui ont été un peu souillés, qui ont une partie manquante, qui vont avoir les cils arrachés ou un œil qui déconne. Parce que je sais que ceux-là ont eu une relation voilà, vraiment solide et qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Et je suis convaincu que cette petite peluche, à force d'avoir été aimée, à force d'avoir été malmenée, doit avoir un dépôt d'émotions que je considère être une forme d'âme en fait, parce qu'il doit y avoir forcément une âme au bout d'un moment si les objets sont réellement aimés. Et donc c'est une façon aussi pour moi de conjurer la nostalgie que d'aller parler directement à l'âme de cette petite bête.